Mais merci, Édouard Philippe, d'avoir accepté ce principe du dialogue, qui est peut-être plus plaisant pour nos auditeurs, pour nos spectateurs, qui sont donc pour l'essentiel des directeurs d'EHPAD et en tout état de cause des professionnels du secteur du grand âge. Édouard Philippe, je vais, en l'espace de quelques minutes, interroger la même personne, mais avec peut-être trois casquettes différentes, trois perspectives différentes. Je vais interroger le maire du Havre, je vais interroger l'ancien Premier ministre et je vais interroger le candidat à l'élection présidentielle, à la prochaine, j'allais dire, on devait dire 2027 ou moins, si affinité. Et je vous remercie d'avoir accepté le principe, d'avoir déclaré votre candidature la semaine dernière, afin de donner encore plus de visibilité à nos assises des EHPAD. C'était le seul objectif. C'était prévu depuis plusieurs mois ensemble, et je vous remercie de l'avoir scénarisé comme tel. Alors peut-être d'abord un mot au maire du Havre. Vous avez de nombreux EHPAD, vous avez de nombreuses résidences autonomie dans cette ville importante. Et peut-être qu'avant d'aller plus loin sur la problématique nationale, peut-être le point de vue du maire du Havre, comment depuis plusieurs années vous appréhendez à la fois le rôle des EHPAD, le CCAS en gère un certain nombre, le rôle des résidences autonomie, et peut-être plus généralement, comment vous percevez de vos concitoyens havrais l'appréhension de vieillir ou au contraire le plaisir de le faire, et en tout état de cause, quelle est la responsabilité ou les leçons que vous tirez de la façon dont, localement, vous avez eu à gérer ce sujet? D'abord, merci de m'accueillir et bonjour à tous. Et je crois que vous faites bien de commencer par le Havre, non pas parce que tout a toujours commencé par le Havre, mais en tout cas pour moi, c'est probablement l'endroit et les fonctions dans lesquelles j'ai pour la première fois appréhendé et où je me suis intéressé à cette question du vieillissement en général, de la dépendance en particulier dans ce sujet plus général du vieillissement, et donc évidemment des EHPAD. Peut-être un tout petit mot très rapide pour vous dire, j'ai 53 ans, je suis né en 1970. En 1970 au Havre, les 0-14 ans, dont moi, étaient 2 fois supérieurs en nombre aux seniors. Aujourd'hui, les 0-14 ans constituent 2 tiers du nombre des seniors. Donc sur l'échelle de 53 ans, ce qui me paraît très jeune, je vois une transformation démographique, la même que celle que l'on vit dans beaucoup d'autres endroits en France, et pas seulement en France, et elle a évidemment un impact sur le fonctionnement de la ville, sur l'existence même de la ville. Alors c'est un impact à la fois extrêmement puissant et en même temps c'est lent. Ça ne se voit pas tout de suite, ça se voit dans le temps, c'est le cas de le dire. Nous avons la deuxième caractéristique qu'il faut garder en tête, c'est que Le Havre est une ville populaire. Et c'est une façon de dire que la sociologie de la ville est marquée par une grande pauvreté et par des indicateurs sanitaires et sociaux qui sont, depuis, pour le coup, des temps immémoriaux, inférieurs à la moyenne départementale et à la moyenne nationale. C'est une donnée, c'est une caractéristique. On lutte évidemment contre ça, on ne s'en satisfait pas, mais c'est une donnée qui est manifeste. Comment est-ce qu'on a essayé d'appréhender ? Vous le savez, parce qu'il se trouve qu'on a plusieurs fois travaillé ensemble. On a essayé de tenir compte de ce vieillissement démographique en ne limitant pas la question à la réflexion sur les EHPAD, parce que je pense qu'elle doit irriguer toute l'action publique, notamment toute l'action publique locale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on modifie la ville pour prendre en compte le vieillissement, comment est-ce qu'on modifie les circuits de promenade, comment est-ce qu'on essaie d'avoir des bancs au bon endroit, comment est-ce qu'on modifie la disposition des livres dans les bibliothèques pour être certain que les personnes les plus âgées vont pouvoir avoir accès rapidement à ce qu'elles cherchent, comment est-ce qu'on modifie l'organisation des services publics. On a essayé de mettre au Havre, je le dis, et je reviendrai aux EHPAD après, mais on a essayé de mettre au Havre un mécanisme qui permet d'être certain que toutes les personnes de plus de 85 ans, on a fixé la barre à 85 ans, peut-être d'ailleurs faudra-t-il la descendre, ont 1 fois ou 2 fois par an une visite domiciliaire par quelqu'un qui est susceptible d'évaluer. Alors, tout ça est assez compliqué et il faut évidemment beaucoup de retenue. Il ne s'agit pas d'aller voir les gens et de contrôler chez les gens. Ce n'est pas du tout le métier d'une mairie. Mais d'aller proposer une gamme de services individualisés à la personne chez elle lorsqu'elle est parfois, il faut bien le reconnaître, isolée ou dans l'incapacité d'aller solliciter quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais dont elle n'a pas forcément conscience encore.
Donc on est en train d'essayer d'adapter notre ville matériellement et dans les politiques publiques à ce vieillissement qui est à court et moyen terme irréversible. Et puis il y a les EHPAD, avec une structure publique qui est une des plus importantes en France. En tout cas, c'est ce qu'on dit au Havre, je ne sais pas si c'est vrai, mais avec une structure qui s'appelle Les Escales et qui a 650, un peu plus 660 lits dans 6 établissements différents. Enfin, dans 6 sites différents. Moi, j'ai été très frappé en 2010 quand je suis devenu maire. La grande question qui se posait dans les EHPAD au Havre, c'était l'état totalement insatisfaisant des bâtiments, des installations, c'est-à-dire un besoin immense d'investissement matériel. Et les 10 années qui ont suivi ont été pour l'essentiel consacrées à une remise à niveau par des investissements matériels considérables. Et c'est typiquement le genre de choses qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Donc on l'a fait, et de ce point de vue-là, il y a une amélioration, c'est incontestable. On a construit 3 nouveaux équipements modernes, à mon avis beaucoup mieux adaptés. On a vendu des anciens, enfin bref, on a financé une rénovation du bâti absolument considérable, mais nécessaire mais pas suffisant. Et les difficultés que connaissent beaucoup d'EHPAD en France, nous les connaissons aussi, difficultés financières. Mais les difficultés financières sont l'expression d'autres difficultés, difficultés du modèle, difficultés du métier, difficultés pour les résidents de se dire qu'ils vont dans un EHPAD. Tout ça, nous le vivons au Havre, comme je pense que vous devez le vivre un peu partout en France. Cette question des EHPAD, cette indétermination, à mon avis, du modèle, cette nécessité de le transformer, cette appréhension assez générale des familles, avec un mélange, je vous dis ça, je le dis avec humilité, vous connaissez le sujet, c'est votre vie professionnelle, mais avec un mélange à la fois d'angoisse, parfois de mauvaise conscience, d'exigences parfaitement légitimes, et parfois renforcées encore par la mauvaise conscience et par l'angoisse, rend l'exercice de la mission de ceux qui gèrent et qui font vivre les EHPAD redoutablement compliqué. Donc ça, vous l'avez. Sur la modernisation, vous avez fait appel au département, oui. À l'État. Oui, absolument. On a travaillé beaucoup avec le département. Il se trouve qu'à l'époque, le département était d'une sensibilité politique, comme on dit, différente. Et chez moi, ça peut être assez tendu. Et qu'on a remarquablement travaillé ensemble parce qu'il y avait conscience des deux côtés, ce qui prouve que c'est possible, de la nécessité d'un plan d'investissement. Et donc on a essayé de travailler en bonne intelligence avec le département, et on a donc réussi à mettre en œuvre ce plan d'investissement. Encore une fois, c'était absolument nécessaire, ça a été fait, mais j'ai parfaitement conscience que ça n'est pas suffisant. Vous avez une vision aussi de ce qu'est les résidences autonomie, les résidences services seniors, ce stade un peu avant l'EHPAD. Vous l'avez appréhendé aussi dans la ville ? Oui, on en a quelques-unes. Alors c'est un effet pervers de la nécessité d'investissement. D'ailleurs, je pense que ça s'est passé quand même dans beaucoup de villes en France. J'ai tendance à penser qu'on a eu un mouvement d'éviction des résidences autonomie ou des résidences seniors publiques vers les EHPAD, puisqu'on avait une population qui était effectivement dépendante, qui croissait et dont on se disait qu'il fallait augmenter l'offre. Donc on a en tout cas réduit assez fortement l'offre publique au Havre, s'agissant des résidences autonomie et des résidences seniors, pour développer et financer le développement des EHPAD. Il y a une offre privée qui existe, qui est réelle, qui est d'ailleurs assez variée dans la gamme de services qu'elle propose et dans les prix. Et on sent qu'il y a là un besoin qui est très fortement exprimé et ressenti, avec une gamme de prix s'agissant des offres privées qui sont quand même relativement élevées. Enfin, et donc clairement qui n'est pas accessible à tous, clairement. Alors il se trouve que le maire du Havre a été Premier ministre. Il a été Premier ministre pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et il a été Premier ministre au moment où le président de la République, c'était en juin 2018, a annoncé un peu contre toute attente, puisqu'il n'avait pas lui-même programmé lors de sa campagne de 2017, s'est engagé à ce moment-là sur une loi grand âge. La loi grand âge, que vous avez qualifiée d'ailleurs vous-même à un moment donné de marqueur social du quinquennat, donc le précédent, 2017-2022. Et puis, on l'a vécu nous ici année à année en direct,
cette loi grand âge, non pas que rien d'autre n'ait été fait, mais cette loi grand âge en l'occurrence, qui apparaissait comme une forme de symbole pour notre secteur, a été repoussée jusqu'à 2022 d'ailleurs, au demeurant, où ce n'était plus une promesse présidentielle. Bon. Alors, vous avez été suffisamment généreux pour répondre positivement à notre invitation, mais on ne peut pas non plus quand même passer à côté de cette période où on se dit, mais vous qui êtes un élu local parfaitement sensibilisé à la question, vous venez encore de le montrer, pourquoi comme Premier ministre, on n'est pas allé au bout de ce processus de la loi grand âge? Qu'est-ce qui a bloqué? Parce qu'on imagine bien que tout le monde est de bonne volonté, mais qu'est-ce qui fait selon vous que dans ce pays, et peut-être à ce moment, eh bien cette loi grand âge est devenue une forme de signal d'une forme d'impuissance publique où on n'arrive pas à aller au bout de cette réforme, et ce n'était pas propre à ce gouvernement. Oui, j'allais dire que la question, ce que vous dites est parfaitement exact sur 2018-2020, mais on peut le mettre en perspective et montrer que ces hésitations et cette difficulté sont encore plus anciens, si j'ose dire. Bon, je ne dis pas ça pour me dédouaner, mais je constate. Pourquoi d'ailleurs c'est difficile? Pas tellement parce qu'on n'aurait pas conscience qu'il y a là quelque chose d'essentiel, mais probablement parce que le dispositif, à la fois de gouvernance et de financement de tout ce qui relève soit du grand âge, soit plus généralement de l'autonomie et du grand âge, est assez imbriqué, assez intriqué, et que c'est difficile de trancher. L'importante place des départements, qu'il faut respecter, c'est pas du tout l'importante place des départements, le rôle joué par l'assurance maladie, plus le rôle de l'État, fait que l'architecture de ce que devrait être le dispositif nouveau n'est pas, me semble-t-il, totalement triviale et exige qu'on tranche des questions complexes. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas fait la loi grand âge, mais il n'a pas pu vous échapper qu'en juin 2020, moi ça ne m'a pas échappé, je crois que c'est une des dernières choses que j'ai faites quand j'étais Premier ministre, on a déposé un projet de loi sur la dette sociale qui, dans son article 3 ou 4, mentionnait la création d'une 5e branche et affectait directement une partie de la CSG, en l'occurrence 0,15 points, au financement pérenne donc de cela. Ce qui a été un des actes qui a suivi par d'autres, qui ont constitué la naissance officielle, on va dire, de cette 5e branche. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Architecture gouvernementale, institutionnelle, on va dire, et financière, bien sûr. Mais aussi, dans mon esprit, cette question du grand âge, elle devait être, non pas une conséquence, mais elle devait être l'autre point d'équilibre de la question qui, qu'on le veuille ou non, va avec, qui est la question des retraites. Et donc, lorsque nous avons évoqué la réforme des retraites, qui finalement ne s'est pas faite en 2020, l'idée, c'était évidemment aussi, dans ce cadre-là, de pouvoir notamment libérer des marges de manœuvre qui permettraient de financer le dispositif grand âge. Et c'est un truc qui est compliqué je crois que c'est assez simple à concevoir, mais qui est compliqué à accepter. C'est que on aura les idées claires et on aura un dispositif financier pérenne, à mon avis, finançable à long terme, lorsqu'on aura aussi garanti l'équilibre du système des retraites. Parce que sinon, il y a un effet d'éviction qui est terrible. Qui est vraiment terrible. Là-dessus, je vous rends justice d'une certaine manière, mais vous avez été bien seul, et vous êtes parti avant, effectivement, que la loi sur les retraites arrive, mais vous avez été un des rares à lier les deux. Or, évidemment, l'idée, c'était de se dire qu'il y a la grande loi des plus de 65 ans, ou plus de 64, je ne sais pas. Mais je veux dire par là qu'effectivement, on a toujours dans ce pays, et en raison largement des tuyaux d'orgue administratifs, traité la question de la retraite totalement différemment de la question du médico-social, du grand âge. C'est pas normal, c'est pas le même sujet. Je dis juste que compte tenu des masses financières et des transformations qu'il va falloir assumer, et parce qu'il y a effectivement un grand âge, et parce qu'il y a évidemment des questions spécifiques qui se posent avec le grand âge, on ne pourra pas avoir, me semble-t-il, tout ça va être sujet évidemment à discussion politique, technique, économique, financière, mais il me semble qu'on ne pourra pas avoir de réponse crédible si on n'a pas, par ailleurs, des éléments crédibles d'équilibre du système de pension. Ça va ensemble. À la fois parce que, d'une certaine façon, vous garantissez le niveau des pensions et donc, d'une certaine façon, la capacité des retraités à financer le moment venu des besoins supplémentaires
liées au grand âge. Et vous voyez bien que si vous n'avez pas la première masse de granit, vous n'allez pas construire quelque chose de très sérieux ensuite. Donc tous ces sujets-là vont ensemble. C'est comme ça qu'on avait essayé de les appréhender dans un maelstrom d'opposition dont je reconnais qu'il était spectaculaire en 2019 et 2020. Et encore une fois, peut-être justifié. Moi, je pense qu'on eût été bien inspiré d'aller au bout, mais c'est une position très personnelle. Mais le fait de ne pas pouvoir aller au bout, le fait de rester dans cette indétermination, n'aide pas, il faut bien le reconnaître, à placer sur le devant de la scène et à donner des solutions crédibles pour le grand âge. Alors, l'histoire retiendra aussi et peut-être, pardon, juste un mot, parce qu'il y a souvent rien de plus dangereux en politique que les totems. Je sais combien il y a une appétence et un besoin d'un dispositif législatif et d'avancer, et peut-être de nouveaux droits, et en tout cas certainement d'une nouvelle architecture financière. Mais se dire qu'avec le vote d'une loi grand âge, tout ira mieux, c'est aussi d'une certaine façon tomber dans un travers qui est un peu trop régulier, me semble-t-il, dans le débat public français, qui consiste à penser qu'une fois qu'on a fait la grande loi, si possible, avec un nom derrière, ensuite les choses se déroulent. C'est un peu plus compliqué que vous le savez très bien. Mais on a bien conscience, mais de temps en temps, les professionnels ont besoin aussi de ces totems pour que la société reconnaisse aussi d'une certaine manière en reflet. C'était plus une remarque que je faisais à mon milieu qu'au vôtre. Vous avez été aussi le Premier ministre, et l'histoire retiendra cela aussi, au moment de la crise sanitaire du printemps 2020. On va pas revenir là-dessus. Il y a eu d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, juste avant vous, il y avait la directrice adjointe de la CNSA qui rappelait tous les bienfaits de la 5e branche, tous les bienfaits du plan d'investissement qui a été consécutif aussi à la crise Covid et au plan de relance. Enfin, donc, voilà. Donc, l'idée n'était pas de dire qu'il ne s'est rien passé, mais qu'effectivement, cette espèce de totem n'avait pas été transformée. Mais vous avez été, et là peut-être un mot plus intime, ou en tout cas, comment vit-on quand on est à Matignon, la crise sanitaire de manière générale, mais comment vous avez pensé la place des personnes âgées, celles qui étaient les principales victimes, le rôle des EHPAD confinés, qui ont été là aussi à la fois objet d'admiration de la part de nos compatriotes et en même temps parfois aussi à revers objet de colère. Comment vous avez vécu cette situation, là où vous étiez? Pas bien. Mais ce n'est pas tellement la question psychologique qui est importante. La question, c'est comment est-ce qu'on, dans ce genre de situation, on prend des décisions qui ne sont jamais satisfaisantes, au sens où elles ont toujours des inconvénients qui sont majeurs et qui vous apparaissent d'emblée. Dans les décisions difficiles, et il y en a eu quelques-unes à ce moment-là et d'autres à d'autres moments, mais surtout à ce moment-là, une des décisions les plus difficiles que nous avons eu à prendre, que j'ai eu à prendre, que je n'ai pas pris seul, mais que j'ai eu à prendre et que j'ai eu à assumer et que j'assume aujourd'hui encore, c'est la décision d'interdire les visites dans les EHPAD. Avec l'absolue certitude que cette mesure permettrait sans doute d'éviter l'exposition au virus d'un très grand nombre de personnes fragiles, mais qu'elle impliquerait également, pour un grand nombre de personnes très fragiles, une coupure ou une rupture avec la famille qui aurait des effets délétères. Et si vous voulez, la question c'est qu'est-ce qui est le moins dangereux ou le moins mauvais? Vous n'avez pas le choix entre une bonne et une mauvaise décision, vous avez le choix entre deux mauvaises décisions. Et la décision qu'on a prise était une décision qui était, je le dis parce que je ne voudrais pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus, une décision inspirée par la volonté de protéger le maximum de personnes les plus fragiles. Mais nous n'avons jamais imaginé qu'elle serait dépourvue d'inconvénients majeurs. Et moi, je comprends très bien, je la comprends et je la respecte, la colère de ceux qui ont dit, en nous privant de la possibilité de choisir nous-mêmes d'aller voir notre père, notre grand-père, notre grand-mère, vous l'avez condamné, en tout cas vous l'avez placé dans une situation qui, du point de vue de sa santé mentale et même physique, a pu conduire à des très grands problèmes. Je le sais. Je le sais.
Bon, merci de ce témoignage. Je crois que la première fois qu'on l'entend dans ces termes de votre part. Maire du Havre, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle à venir. Le moment venu. J'entends bien. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai exprimé une détermination, pas une impatience. Voilà. Le temps de vous préparer, quoi. Bon. Mais une fois plus, le maître des horloges, là aussi, décidera, ou ne décidera pas d'ailleurs, mais au plus tard, en tout cas, l'élection présidentielle, ça c'est la Constitution, aura lieu en 2027, ce qui, même en 2027, ce qui n'exclut pas de s'y préparer dès maintenant. Bon, vous avez, ce qui était un secret de polichinelle, puisqu'on connaissait votre détermination déjà, mais disons que vous l'avez rendu un peu plus public ces derniers jours. Certains commentateurs se sont interrogés sur le calendrier d'ailleurs de cette annonce. Ils ont désormais la réponse. Vous souhaitiez arriver devant les assises en étant candidat. Voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Alors, c'est pas rien d'être candidat, et c'est surtout pas rien d'être candidat parmi ceux qui, a priori, ont quelque chose de l'emporter. Vous allez être candidat à une élection présidentielle dont le mandat s'exerce de 2027 à 2032. Un quinquennat où le nombre de 85 ans dans ce pays va exploser. Un quinquennat où le mur dont on parle depuis des années est là. Donc ce n'est pas seulement le mur qui va arriver, vous serez dans le mur. Voilà. Comment pensez-vous l'avenir ? Comment pensez-vous l'avenir dès aujourd'hui pour que sur ce sujet-là, nous n'y allons pas tous ensemble dans le mur ? Oui, pour que ce soit que moi. C'est sympa, Luc. Mais en fait, venir, moi. D'abord un mot pour dire que moi, le sujet du grand âge, de la dépendance, de cette transformation démographique, j'en ai conscience, je le vis pratiquement au Havre et je vois les effets concrets que ça peut avoir sur une ville, et pas seulement sur une ville, sur des femmes et des hommes qui y vivent. Et je vois l'importance que ça a dans la politique publique nationale qu'on doit mettre en œuvre. Enfin, je fais aussi preuve, en tout cas, je veux exprimer une vraie humilité sur le sujet. Je n'ai d'ailleurs pas encore, peut-être ça va changer, j'espère d'ailleurs d'une certaine façon, pas encore rencontré quelqu'un qui aurait une vision à la fois parfaitement claire et totalement englobante de ce qu'il faudrait faire pour régler l'ensemble des problèmes que ça suscite. Donc je pense qu'un peu d'humilité ne nuit pas en la matière. En tout cas, je l'aborde le sujet comme ça. Ce qui me semble assez clair à ce stade, c'est qu'on a des problèmes de nature différente et qu'aucun de ces problèmes ne doit être ignoré dans sa spécificité. On a un problème financier, d'investissement et d'équilibre financier des services associés au très grand vieillissement. Bon, ce qui tombe mal, c'est qu'on a un problème qui va coûter beaucoup à un moment où les finances publiques ne sont pas dans un état florissant, pour le dire poliment. Donc ça, c'est un premier sujet. On a, au-delà de ça, parce que c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel d'une certaine façon, on a au-delà de ça un sujet, et je le dis là encore avec peut-être encore plus d'humilité, un sujet de qu'est-ce que c'est que la façon d'accueillir ou de s'occuper des personnes qui sont en situation de dépendance ou sur le point d'arriver dans la situation de dépendance dans quelques années. Autrement dit, est-ce que le modèle de l'EHPAD, avec les énormes difficultés qu'il connaît aujourd'hui, est susceptible de devoir être retenu pour faire face au mur que vous évoquez? Ça paraît comme ça spontanément, pas sûr. On se dit qu'il va falloir inventer d'autres choses, au pluriel. Développer d'autres services juste avant le passage à la dépendance, ça me paraît évident. Peut-être inventer un autre circuit de financement pour les EHPAD, parce que j'ai quand même l'impression qu'on arrive un peu au bout du chemin. Alors, heureusement, les gens ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, et il faut s'en féliciter. Il y a des expérimentations qui sont prévues, il y a des dispositifs dont on attend la précision réglementaire pour essayer de les mettre en œuvre, et chacun a le droit d'avoir une idée sur ce que ça permettra. Mais clairement, le modèle de l'EHPAD, il est... On ne se dit pas que tel qu'il existe, il sera en mesure, même en le démultipliant, de faire face à la vague, si j'ose dire. Je ne crois pas. Donc qu'est-ce qu'il faut inventer? Alors, il y a d'excellents rapports.
d'excellents rapports qui disent qu'il faut imaginer qu'on n'est plus accueilli à l'EHPAD, mais qu'on est accueilli chez soi. Bon. Et tout ça est juste et pose plein de problèmes. Offre plein de solutions. Mais est-ce qu'il y a là tout? Je ne sais pas. Donc c'est le deuxième sujet. Est-ce que le modèle EHPAD et est-ce que le modèle résidence autonomie, même avec plus de moyens, est capable de faire face à la vague? Et je pense, en tout cas je soumets l'idée à des gens qui connaissent et qui vivent ce problème, que ça ne me paraît pas sûr. Et qu'il y a probablement quelque chose de plus intelligent encore à essayer d'inventer. Et puis il y a un troisième sujet qui va avec, qui est quelle est la part de la socialisation que l'on est en droit d'attendre pour traiter cette question. Il y a évidemment une part de socialisation. D'abord parce qu'on est en France et parce que la société, nous considérons à juste titre que la société a un rôle à jouer dans l'accompagnement de ceux qui sont dans des situations de dépendance ou de grand vieillissement. Personne n'a envie de revenir là-dessus, certainement pas moi, c'est parfaitement légitime. Très bien, mais quelle est la part que l'on exige ou que l'on incite, et comment les sociétés en général vont s'adapter à ce vieillissement? Quelle est la part de la responsabilité des familles? C'est une question extrêmement délicate à poser. Mais je ne vois pas comment on peut pas la poser. Donc, vous avez tous ceux qui avancent sur les financements privés, sur le mécanisme assurantiel. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de fédérations qui imaginaient qu'il faille imposer dans les contrats d'assurance une clause de dépendance. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Moi, j'ai pas complètement, ma religion n'est pas faite en la matière. Mais on voit bien que cela pose la question de la part d'efforts individuels et ou familiaux à côté de l'effort de sociabilisation, à côté de l'effort public, on va dire, pour le dire rapidement, qu'il va falloir consentir. Et ces sujets-là me paraissent pas tranchés. Et je dis très humblement et très honnêtement que ma religion, dans ces trois domaines-là, n'est pas faite, mais il faut penser aux trois. Ça, c'est sûr. Alors, on citait d'ailleurs la Cour des comptes tout récemment, le président de la Cour des comptes qui expliquait qu'il fallait, qu'il y avait un besoin de financement, d'économie plutôt de 100 milliards sur les 4-5 prochaines années. La même Cour des comptes avait d'ailleurs produit un rapport il y a 2 ans en disant que s'il y a bien un secteur qui nécessitait un effort budgétaire supplémentaire, c'était celui du grand âge. Mais pardon, mais la Cour des comptes doit le dire beaucoup mieux que moi. Mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on envisage financièrement ces deux questions, parce qu'elles vont ensemble, parce qu'on parle des mêmes personnes. Donc il va falloir les envisager en même temps. Très bien. Bah, écoutez, peut-être un dernier mot quand même. Imaginez, parce que ça ne va pas arriver tous les jours, que vous ayez 450-500 directeurs d'EHPAD devant vous. Quel petit message vous avez envie, avant de nous quitter, de leur témoigner, de leur dire comment vous voyez-vous ce métier dans votre vie de tous les jours, avec les différentes responsabilités que vous avez eues et que vous aurez. Un dernier message que vous pourriez leur adresser. D'abord, je leur dirais assez volontiers que je trouve leur métier redoutablement difficile. Mais alors, ce n'est pas le seul métier redoutablement difficile, mais je le trouve redoutablement difficile, parce qu'il est à l'intersection d'attentes considérables, que c'est un métier qui est à la fois dans le soin et pas seulement, qu'il impose, compte tenu des contraintes financières, une attention permanente à des choses qui sont toujours délicates à gérer, qu'il met en relation avec des familles portées, je l'ai dit tout à l'heure, par une exigence légitime, mais compliquée à satisfaire, on peut le dire comme ça, avec en général des femmes, d'ailleurs surtout des femmes et des hommes qui travaillent dans des conditions qui font que l'absentéisme est souvent élevé, parce que les conditions peuvent être difficiles, parce que les perspectives sont pas considérables lorsque on travaille dans ces domaines. Donc c'est un métier redoutablement difficile. Et je le mesure au fur et à mesure que je rencontre des directeurs d'EHPAD ou des directeurs de sites et que je vois la pression et les choix qu'ils doivent assumer et expliquer. D'abord, c'est dur. Et donc, quand les gens font un métier dur, il faut leur dire merci, ça me paraît la moindre des choses. La troisième chose qui me paraît assez nette, c'est que
qui me paraissait net chez moi. Alors, je ne veux pas généraliser, mais qui me paraissait net dans une grosse structure. Je ne sais pas si les grosses structures sont de très bonnes idées, mais je sais que lorsqu'on a voulu faire des grosses structures, c'était souvent pour staffer. Pas simplement en personnel administratif, pour le plaisir de faire des personnels administratifs, mais staffer pour avoir un management qui soit plus solide face à ces enjeux de grande délicatesse. Et je dirais que ce qui me frappe un peu, et encore une fois je le dis avec humilité, je n'ai pas vu tous les EHPAD de France et je ne prétends pas être un spécialiste, c'est que il y a une faible densité de management par établissement pour gérer des questions qui sont redoutablement complexes du point de vue humain. Voilà. Et que ça renforce la difficulté du métier. Alors je ne sais pas si c'est général, c'est ce que je vois moi chez moi, mais ça me paraît très net et ça me paraît constituer une vraie difficulté pour ce dont c'est le métier. Voilà. Merci beaucoup. Il y a l'amour et des preuves d'amour. Vous nous en avez donné une en venant ici lors d'une rentrée politique qui est très dense. Demain, vous avez vos rentrées parlementaires. Et donc, c'était un vrai signe de confiance de venir parler à notre public aujourd'hui. Et je pense qu'il va maintenant vous en remercier.